Bonjour tout le monde. Pour notre deuxième webinaire, on a Madame Dr. Anne Simon, professeure assistante à l'Université de Western, qui va faire une présentation en génétique. OK. Bonjour tout le monde. Boum. Alors, je vais essayer de vous parler de mon travail en donnant un petit peu le contexte plus général de ce qui m'intéresse. Et j'ai essayé... Alors, pourquoi ça ne va pas? C'est en train de se faire tout seul. Stop. Attendez une minute. J'ai besoin d'arrêter de partager. Je suis désolée, j'ai un petit bug. Il y a une animation à laquelle je ne m'attendais pas. Je vais essayer de le faire autrement parce que j'ai un petit problème technique. Je suis désolée. Ça ne marche pas comme je veux. Exactement. Voilà, OK. Alors, donc j'essaie de vous apprendre pourquoi on utilise la mouche pour faire ce qu'on veut. Donc, on est tous au courant, ça continue à tourner tout seul, on est tous au courant un petit peu de l'espace personnel. Et j'ai essayé de faire une partie de mes diapos en français et ça n'a pas toujours bien marché. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre comment le cerveau fonctionne pour pouvoir reconnaître les relations, qu'il y a une autre personne et répondre de façon appropriée. On a tous cet espace, cette bulle personnelle qu'on connaît et on sait tous quand est-ce que les gens sont trop près ou alors sont trop loin et ont des relations étranges. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des bases génétiques pour ce genre de comportement. Chez les humains, on sait que, par exemple, le syndrome de Williams, ce sont des individus extrêmement intéressants, en fait. Vous me suivez toujours? Parce que je ne vous entends plus. Oui, je vais me mettre en muet quand tu parles. D'accord. Ton écran n'est pas partagé comme ça. Et maintenant? Oui, c'est beau maintenant. Est-ce qu'il était partagé au début? Non, il n'est pas du tout. Il n'a jamais été partagé. OK. Alors, je vais recommencer. Et là, c'est bon? Oui, on est rendu à... Voilà. OK. Donc, vous avez vu les autres. Donc, voilà, le syndrome de Williams. Ce qu'on sait sur le syndrome de Williams, c'est que ce sont des individus qui sont extrêmement sociaux. Et il y a ils ont d'autres problèmes de développement, mais il y a eu des recherches qui ont mené à essayer de comprendre quels étaient les gènes qui étaient importants pour leur hypersociabilité. Donc, on sait qu'il y a des bases génétiques pour tout ce qui est relations sociales. On voit ici qu'il y a donc des régions, une région où il y a plein de gènes qui sont absents. C'était une des premières indications, entre autres, que la sociabilité pouvait être très importante au niveau génétique, pouvait être conditionnée au niveau génétique chez les humains. Un autre syndrome que tout le monde connaît, c'est tous les syndromes qui sont sur le spectre de l'autisme. En fait, au niveau historique, la première fois qu'on a parlé d'autisme, c'était en 1943. Au début, il y avait des études, ce qu'on appelle des études d'association. Donc, ça va être tout ce qui va permettre de générer des pédigrés où on va pouvoir associer un trait dans une famille, une caractéristique, avec le symptôme qui nous intéresse. Maintenant, ce qu'on fait plus aussi, ce sont des associations, ce qu'on appelle GWAS, des associations au niveau du génome entier. Donc, pour mieux comprendre les facteurs de susceptibilité à l'autisme, il y a ces deux approches, les pédigrés et les études d'association à l'échelle du génome. Je vais focaliser sur un gène, en fait, qui a été trouvé dans plusieurs pédigrés au niveau donc de l'autisme, puisque ça me permet de pouvoir comprendre un petit peu mieux les bases au niveau moléculaire des interactions et des modifications d'interactions sociales qu'il y a dans l'autisme. Donc, il y a plusieurs familles. Donc, dans ce papier particulier, j'ai pris cet exemple d'une publication en 2004. Il y a l'étude ici de deux familles. On voit deux familles différentes.
Donc, c'est un pédigré classique avec les grands-parents. Ici, il y a les parents. Et puis, il y avait 3 fils. Parmi ces 3 fils, il y en avait un sans symptômes, un qui avait Asperger et puis l'autre l'autisme. Dans l'autre famille, on voit aussi 2 fils, un avec autisme et l'autre avec Asperger. C'était un petit peu étonnant parce que personne dans la famille avant n'avait développé ces symptômes. Et les chercheurs savaient déjà à l'époque de ces travaux que il y avait une relation où plus de garçons que de filles avaient des syndromes d'autisme, des symptômes. Donc, ils ont regardé sur le chromosome X pour voir certaines régions s'ils avaient des différences entre les génomes des parents. Donc là, c'est tous les individus qu'ils ont pu séquencer. Ils ont séquencé plusieurs génomes pour voir quelles étaient les différences entre ceux qui étaient affectés et ceux qui ne l'étaient pas. C'était une famille particulière dans laquelle il ne semblait pas avoir eu d'héritage génétique, mais une apparition soudaine. Et donc, dans cette étude, ce qu'ils ont réussi à voir, c'est qu'il y avait 2 gènes de la même famille, la neuroligine 3 et neuroligine 4, qui, en fait, avaient une différence uniquement chez les individus qui étaient touchés par un de ces symptômes du spectre de l'autisme. Donc, neuroligine 4 ici, et 3 ici. Et en fait, ce qui était très, très intéressant, c'est qu'ils ont pu voir aussi que la partie qui était modifiée et qui conduisait à ce changement de phénotype était en fait extrêmement conservée, même dans d'autres animaux, les rats, un autre mammifère, les souris, mais aussi les mouches. Donc, il y avait un changement d'un aminoacide, d'un acide aminé qui conduisait à cette différence. Alors, il y a une autre question aussi qui se pose, c'est que c'est un héritage génétique qui est complexe, donc une mutation nouvelle qui est arrivée, qu'on appelle des novos, mais aussi les frères et sœurs étaient différents. Et là, la question se pose de savoir est-ce que c'est un effet de l'environnement ou d'une interaction avec d'autres gènes. Ce qu'on a appris pour l'autisme, c'est qu'il y a beaucoup de gènes qui interagissent et qui ont besoin d'avoir certaines modifications, certaines variabilités, les mêmes modifications pour pouvoir donner le symptôme de l'autisme. Alors, une des choses auxquelles on s'intéresse dans mon laboratoire, c'est de comprendre comment l'isolation sociale un effet de l'environnement. Et donc, du coup, là, on ne modélise pas forcément ce qui se passe chez les humains, mais on essaie de commencer à travailler sur ce qui est des facteurs environnementaux. Donc, un des facteurs environnementaux sur lesquels nous, on travaille, c'est l'isolation sociale. Donc, ce qu'on appelle l'isolation sociale, dans notre cas, c'est l'absence complète d'interaction avec d'autres individus. Et on sait déjà que chez les souris, les abeilles, les mouches, c'est une isolation sociale, ça change leur comportement social. Donc, les mouches deviennent plus agressives, les abeilles vont mourir très vite, et puis les souris aussi deviennent plus agressives. Alors, qu'est-ce qu'on sait au niveau des isolations sociales? C'est qu'on a besoin d'avoir des neurones, des synapses qui fonctionnent correctement pour pouvoir correctement interpréter l'information qu'on a reçue. Qu'il y a donc un individu et qu'il faut répondre d'une façon appropriée à son espèce. Donc ici, il y a un diagramme qui représente 2 neurones qui interagissent. Il faut que ces neurones soient à la bonne place au bon moment dans le cerveau. Et ce qui est important, c'est qu'il faut qu'ils communiquent. Donc, on focalise dans mon équipe sur ce qui se passe à cette interaction, la synapse, où on a l'information qui arrive par un axone présynaptique et qui va être reçue au niveau postsynaptique. Ce qu'on a ici, ce sont des petites... c'est censé représenter les neurotransmetteurs qui vont être dans des vésicules présynaptiques qui vont, en fonction d'un signal approprié, être relâchés dans la synapse et perçus par les récepteurs de l'autre côté. De façon intéressante, le gène dont je vous ai parlé un peu plus tôt, neuroligine 3 en particulier, est importante pour maintenir la structure correcte de la synapse. Donc, on se retrouve avec un gène dont on sait qu'il va être important. Ce dont on ne sait pas, c'est dans quel endroit dans le cerveau et de quelle façon est-ce que l'environnement peut agir sur ce gène. Ce qu'on a réussi à trouver en travaillant sur nos mouches, c'est que cette protéine particulière, donc la protéine qui est codée par le gène, est importante pour le comportement social
appropriée en réponse à l'environnement. Je vais vous expliquer comment on a fait ça. Ce qu'on a fait, en fait, c'est prendre des mutants qui n'ont plus de neurolagine, mais on a utilisé la mouche, pas le rat et pas la souris. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise la mouche, nous, dans notre laboratoire? C'est parce qu'en fait, elles ont un comportement social. On le voit très facilement, en fait, qu'elles vont garder une distance, une espèce d'espace personnel qui va être très facile à reproduire, qui peut être modifié par l'expérience et par l'isolation. Donc, l'espace personnel va grandir, elles vont être plus agressives, il y a pas mal de changements. Donc, on peut avoir un comportement social très simple. Donc, cette mouche qu'on utilise, nous, elle s'appelle Drosophila melanogaster, ça veut dire qui aime la rosée et qui a un ventre noir. Elle est très facile à manipuler. Elle est de petite taille, ça c'est une pièce de 1 cent. Elle a un cycle de vie rapide, en 10 jours à 25 degrés, donc on a des incubateurs à 25 degrés dans le laboratoire. On peut avoir des mâles et des femelles qui peuvent se reproduire. Elles sont très peu chères et donc elles sont faciles à garder en grande quantité. Et puis tout le génome a été séquencé, ce qui fait qu'on a énormément d'outils génétiques. Donc c'est très facile de dire on va étudier des mouches qui n'ont plus la neurolagine 3 par exemple. Et en fait, beaucoup des travaux qui sont faits chez les mouches peuvent avoir des applications chez les humains. Pas tout, mais beaucoup, parce qu'en fait, il y a une grande similarité entre les mouches et les humains. Une des façons de démontrer ça, c'est de savoir que 6 prix Nobel ont été accordés à des chercheurs qui ont travaillé sur la mouche et qui ont fait des découvertes d'importance générale, comme par exemple les gènes qui sont importants pour l'organisation correcte des segments dans tous les animaux, les gènes homéotiques. Plus récemment, la découverte des protéines importantes pour le rythme circadien, c'était en génétique du comportement. Donc ça, c'était l'année dernière. Et donc, en fait, ce sur quoi on travaille nous aussi, c'est la génétique du comportement. Et si on arrive à trouver des choses très, très simples qui pourraient être conservées, on pourrait, sur la base de ce qu'on trouve chez la mouche, travailler et appliquer ça aux mammifères, par exemple. Alors, je vous ai dit que les mécanismes étaient conservés. 60% des gènes humains ont des... alors maintenant, il va falloir que je traduise directement. C'est là où c'est plus en français. Ont en fait des gènes qui correspondent et qui ont des fonctions similaires chez la mouche. En termes de cerveau, la structure est beaucoup plus simple. Chez la mouche, on sait où sont tous les neurones, on peut bien les étudier. Donc, il y en a beaucoup moins. Donc, entre la génétique qui est plus facile et le cerveau qui est facile à étudier, ça nous donne un bon outil pour commencer à comprendre comment le cerveau fonctionne. Une autre chose intéressante, c'est que ces neurones dont je vous ai parlé, et cette façon dont ils interagissent est conservée au niveau structurel et qu'il y a les mêmes neurotransmetteurs principaux comme la dopamine, sérotonine, dont vous avez sans doute entendu parler. Quelque chose dont les gens ne sont pas forcément au courant, c'est que la drosophile a donc c'est un modèle pour le comportement, pour étudier certains comportements conservés. Il y a beaucoup de comportements de base qui ont été observés et dont les bases moléculaires ont été étudiées chez la mouche. Le sommeil, la réponse à certaines drogues comme la cocaïne, la réponse durant les courtship, donc la cour avant la cour sexuelle, ça c'est l'agression, et l'apprentissage de la mémoire, ce sont les mêmes molécules de base. Ce sur quoi nous travaillons, c'est l'espace social, donc c'est cette idée de espace personnel dont on est parfaitement au courant et qui se reproduit. Il y a une partie culturelle, bien sûr, mais il y a une partie génétique. Et en fait, quand on change le développement du cerveau, on peut avoir des mouches qui vont soit être plus proches ou trop distantes. Et les changements en développement du cerveau, fonction du cerveau qu'on a, c'est en étudiant des gènes candidats à l'autisme. Je pensais montrer une petite vidéo de comment on fait ça en pratique. On a des chambres, des petites arènes dans lesquelles on met nos mouches. Je vais baisser le son. C'est une petite animation que mes étudiants ont faite.
et on leur laisse le temps d'explorer. Les mouches vont avoir comme première réaction de vouloir s'échapper. C'est très, très basique. On les laisse dans cet environnement où la lumière est homogène. On les laisse explorer pendant une demi-heure. Elles vont vouloir sortir. Donc, elles cherchent la sortie, elles vont chercher de la nourriture, elles ne vont pas en trouver. Je vais accélérer ça un petit peu, on les laisse, elles bougent beaucoup. Et puis, en fait, au bout de 20 minutes, elles ne vont plus bouger du tout et avoir des distances que l'on peut reproduire très facilement. Alors, ce qu'on mesure, c'est on regarde, donc on fait des analyses des images qu'on obtient et on va mesurer le nombre de mouches qui sont dans une certaine distance, si on est là, une certaine distance. Donc, combien cette mouche a à 2 ou 3 distances de corps de chez elle-même. On parle de distance de corps, c'est une mesure écologique, puisqu'on pense que la plupart des animaux vont avoir une préférence pour avoir d'autres individus d'1 à 2 distances de leur propre longueur. Ce qu'on voit ici, c'est que nos mouches, en général, préfèrent avoir, donc c'est à peu près à 1 cm de distance, elles vont avoir à peu près 2 à 3 autres mouches. Donc ça, c'est nos mouches standards, nos contrôles. Et quand on n'a pas du tout de neurolagine 3, elles ont beaucoup moins de voisins ou de voisines, donc elles sont moins sociales. Je vous ai dit que l'on s'intéresse à tout ce qui est environnement et manipulation de l'environnement social. Donc, quand on regarde les mouches qui ont été isolées, elles ont tendance aussi, si elles ont été isolées pendant 2 jours, à devenir moins sociales. Par contre, il n'y a pas d'effet de l'isolation de l'isolement chez les mâles, où en fait les mutants se comportent comme s'ils étaient déjà isolés. Donc, on a déjà vu en faisant ce genre d'expérience que, en fait, donc ce qu'on voit en faisant ça, c'est que la neurolagine est importante pour la réponse à la présence d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces résultats que je vous ai montrés, c'est pour les mâles. Quand on regarde les femelles, donc nos femelles contrôlent aussi, si elles sont isolées, elles ont tendance à avoir moins de mouches autour d'elles. Et quand on n'a pas de neurolagine chez les femelles, il n'y a pas d'effet. Donc, on a des individus qui ont la même mutation que les mâles, mais ça ne les affecte pas au niveau comportement social. Par contre, ce qu'elles font d'anormal, c'est qu'elles ne répondent pas correctement à l'expérience d'isolement. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on commence à comprendre un peu ce qui se passe au niveau d'un gène qui va avoir une réponse spécifique au sexe de l'individu. Dans un cas, c'est important pour répondre au comportement social, et dans l'autre cas, pour répondre à la présence d'autres. Et dans l'autre cas, chez les femelles, c'est pas important en soi pour les femelles de répondre, elles peuvent répondre correctement même si elles n'ont pas ce gène, mais elles ne peuvent pas répondre correctement s'il y a eu un problème dans leur expérience sociale avant. Donc on commence à avoir des idées que c'est un petit peu compliqué la façon dont neurolagine interagit. L'étape d'après qu'on a essayé de faire, c'est de voir est-ce que l'expérience sociale change les niveaux de neurolagine. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'abondance en protéines sur la base de gel de protéines, en utilisant des anticorps pour les reconnaître. Donc, nos mâles contrôlent, il n'y a pas de changement après isolation. Chez les femelles, il n'y a pas de changement statistique. Et quand il n'y a pas de neurolagine, on n'a bien sûr pas de protéines. Mais on ne voit pas un grand effet de l'environnement, ni sur on ne voit pas un grand effet ni de l'environnement sur la neurolagine, ni sur le sexe. Alors, ça nous amène à maintenant poser des hypothèses. C'est juste une des histoires qu'on a. On a d'autres choses qu'on sait qui se passent chez la mouche. Donc, en fait... Donc ici, on voit de face une tête de mouche. Je vais vous montrer à l'intérieur, on peut trouver le cerveau. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est dans quelle partie du cerveau et dans quel circuit neuronal on peut avoir, est-ce que neurolagine joue un rôle. Donc l'idée, c'est que l'environnement va être perçu par le cerveau et qu'on a besoin de neurolagine pour avoir une réponse sociale appropriée. On sait aussi que quand il n'y a pas de neurolagine, ça affecte les mâles et les femelles différemment.
il y a autre chose qu'on a découvert dans mon laboratoire et qui a été trouvé par d'autres équipes, c'est que la dopamine est très importante. La dopamine change en fonction du sexe et la dopamine change en fonction de l'environnement. Donc, l'hypothèse qu'on est en train de tester maintenant, c'est qu'en fait, neurolagine ne change pas en réponse à l'expérience, mais va être dans un neurone qui va être en aval des neurones qui répondent à l'environnement. Donc, il y aura une partie du cerveau, c'est réponse à l'environnement, et l'autre partie, donc maintenant on sait qu'il y a, c'est ressentir l'environnement, on sait qu'il y a un changement d'environnement, et l'autre partie qui va être de quelle façon est-ce qu'on répond à cet environnement. Ce qui est intéressant, c'est que neurolagine 3 et la dopamine ont des rôles similaires du ver, un petit ver qui s'appelle C. elegans, jusqu'au rat. Ce qui est plus facile à faire, ce qui est plus rapide pour nous, c'est de mettre toutes ces pièces d'un puzzle ensemble pour comprendre de quelle façon est-ce qu'on a un circuit qui a l'air d'être conservé dans plein d'animaux différents. Alors en conclusion, ce que je vous ai dit, c'est qu'on voit un effet du sexe, alors là je ne vous ai pas montré, mais plutôt dans des mouches plus âgées. Neurolagine est en fait dans une partie du cerveau qu'on sait très bien identifier chez les mouches et qu'il y a beaucoup, on sait que dans ces parties qui s'appellent les mushroom body, il y a beaucoup de connexions dopaminergiques. Donc il faut qu'on confirme maintenant le rôle en réponse à la dopamine de la neurolagine. Et puisqu'on a vu une conservation à travers les animaux, on espère que les découvertes qu'on va faire vont pouvoir être appliquées à toutes sortes d'animaux qui ont des comportements sociaux. Voilà, ça c'est les équipes, les étudiants de mon laboratoire, l'argent qu'on a, et donc ça c'est tous les gens qui font le travail. Et ici c'est une cohort d'high school, donc une étudiante de lycée qui vient nous aider à travailler. Voilà, c'est là que j'arrête ma présentation. Bonjour, ben, merci beaucoup. Simon. Donc, j'ai quelques questions pour vous. La première, c'est Samantha, dans mon cours, demande juste comment fonctionne l'hérédité. Comment fonctionne l'hérédité? C'est sur la base du fait qu'on a, chez les humains, on a deux copies de tous les gènes. Et donc ça passe d'une génération à l'autre par l'intermédiaire des gamètes. C'est des choses dont vous avez parlé en classe ou l'hérédité dans quel sens exactement? Il aurait eu vraiment des arbres généalogiques pour voir la descendance. D'accord. Donc la base de ça, c'est qu'en fait, on a deux paires de chromosomes et que quand on va faire nos ovules et nos spermatozoïdes, on va donner une seule copie. Donc pour faire un individu qui est capable de fonctionner normalement, il faut deux copies, une du papa, une de la maman. Et on va avoir au hasard une des deux copies de ces gènes. Donc les gènes en question, on a tous deux copies, on a tous... Pour la plupart des gènes, on a besoin d'avoir deux copies. Des fois, il suffit d'avoir un gène et si l'autre ne fonctionne pas, si la copie du père ou de la mère ne fonctionne pas, c'est pas très très grave. Des fois, on a besoin d'avoir les deux. Et donc, en fonction de ça, il est possible d'avoir des gènes qui fonctionnent différemment, dont on ne voit pas l'effet, et qui peuvent être passés d'une génération à l'autre sans qu'on les voie. Est-ce que je réponds à la question? Oui, je crois que oui. Est-ce que tu voudrais enlever le partage de ton écran, puis on peut te voir? D'accord. Okay. Donc, j'ai une autre question. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser peut-être c'est le même genre de question, le dépistage génétique pour faire le diagnostic d'un patient? Donc, comme on sait... Alors d'abord, pourquoi on ferait un dépistage génétique? C'est parce qu'on aurait une raison de supposer que dans cette famille-là ou dans ce groupe ethnique-là, il y aurait des susceptibilités supérieures. Et parce qu'on sait justement ces probabilités d'avoir dans la génération d'après un trait particulier. Donc là, j'ai parlé de l'autisme qui est un trait très complexe. Mais par exemple, pour la fibrose cystique, oui.
On sait qu'il suffit d'avoir un seul gène, mais que si ce gène ne fonctionne, donc si ce gène ne fonctionne pas, on va avoir la maladie, qui est une maladie très grave en fait. Si l'autre gène fonctionne, ça suffit. Donc en fait, on peut porter le gène qui ne fonctionne pas sans que ça se voit. Mais si l'autre parent a aussi un gène qui fonctionne, un gène qui ne fonctionne pas, il sera normal, mais il est possible que l'enfant ait deux gènes qui ne fonctionnent pas. Donc quand on fait du dépistage comme ça, on essaye de voir si les parents portent une copie qui ne fonctionne pas. Si les parents, tous les deux, ont une copie qui ne fonctionne pas bien et qui pourrait donner un enfant qui aurait deux copies et donc qui serait terriblement malade et ne survivrait sans doute pas beaucoup après 20 ans, ils auraient besoin de savoir comment gérer l'enfant après la naissance. Donc, c'est mieux d'être prévenu et de savoir quoi faire. Et en fait, il y aura une probabilité. Donc, on calcule les probabilités que l'enfant ait ce gène. On peut aussi directement regarder chez l'enfant le nombre de copies qui marchent ou qui ne marchent pas. Merci beaucoup. Donc, j'ai vu dans ta présentation qu'on a beaucoup de gènes en commun. Il y avait à peu près 60%. Donc, est-ce que les gènes en commun avec les humains et les autres espèces, les mouches, c'est 60, est-ce qu'il y aurait d'autres espèces que tu pourrais faire des tests qui seraient aussi plus rapprochés? Oui, donc en fait, souvent quand on trouve donc sur la mouche, c'est pas très cher, on peut tester des hypothèses dans toutes sortes de directions. Plus proche des humains, si quelque chose s'avère être... si on voit quelque chose sur la mouche, par exemple, avec notre gène de la neurolaguine qui répond à l'isolation, etc., l'isolement, je pense que par la suite, il faudrait chercher ça chez la souris ou chez le rat. Et du coup, à partir de là, il est possible de regarder chez les humains s'il y a des variétés, des changements spécifiques dans la séquence de ce gène. Donc, oui, il faudrait remonter plus haut. Par contre, travailler, donc quand je dis plus haut, sur des animaux plus complexes, et je parle en fonction de complexité évolutive. Enfin non, la mouche est très complexe évolutivement, elle est là aussi, mais plus proche des humains. Oui, ce serait possible. Ça prendrait beaucoup plus de temps, plus d'argent, donc du coup, les études qui sont faites sont beaucoup plus... précises et spécifiques, un peu moins chercher des choses basiques. Okay, donc vraiment à ce point-ci, avec les mouches, c'est là où tu peux faire les hypothèses pour les autres espèces. Excellent. Donc, on voit qu'il y a vraiment un lien entre le code génétique et la personnalité, comme des cas de maladie. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour penser juste des traits de personnalité? Oui. En fait, quand on regarde des pédigrés, des familles, quand on fait des études de jumeaux, les vrais jumeaux et les faux jumeaux, monozygotiques et dizygotiques, on se rend compte qu'il y a une part énorme de l'hérédité, de l'héritage génétique dans les traits. Et une autre façon de confirmer ça, c'est dans les études d'adoption. Donc, quand on regarde les traits que les enfants adoptés ont dans une famille qui n'a pas du tout la même génétique et qu'ils s'avèrent avoir les mêmes caractéristiques. Donc, on regarde toutes sortes de traits, ceux auxquels je suis le plus confrontée et familière, c'est tout ce qu'il y a par rapport à la dépression et les problèmes les désordres de l'humeur, bipolaire, etc. Mais les traits style être extraverti, introverti, ça aussi, ça a énormément de bases génétiques. Pas uniquement, et ça dépend des traits en question. Mais oui, il y a une base génétique pour beaucoup de traits. Merci beaucoup, c'est bien. Donc, une question des élèves, c'est quelles sont les carrières possibles en génétique s'ils poursuivent le collège? Alors là, il y a plein de possibilités sur la base de ce que mes étudiants sont partis faire. Donc, il y en a une petite proportion qui continue à faire des études en recherche
de base, comme ce que je fais, où tu poses des questions de base et tu es dans un laboratoire. Et il y en a qui vont dans des laboratoires, donc on peut continuer après pour faire donc, un doctorat, un master, un doctorat. Il y en a qui vont plutôt appliquer cette connaissance de génétique. Il y en a plusieurs qui sont partis faire du counseling. Oui, moi non plus, je ne me rappelle plus du mot en français, là, mais oui, genetic counseling, la thérapie. La thérapie, oui. Donc justement, tu demandais juste un petit peu avant la question de l'étudiant, les tests génétiques, etc. Il y aura quelqu'un qui peut aider à interpréter ces tests génétiques. Donc ça, c'est une possibilité. C'est encore une formation d'1 ou 2 ans, je crois. Et il y a des gens qui directement vont travailler comme techniciens dans toutes sortes de laboratoires de diagnostic, des laboratoires d'analyse médicale, de diagnostic génétique, pour justement faire ces tests. Où est-ce qu'ils sont partis? J'ai une étudiante qui est partie faire de l'imagerie scientifique. Donc, en fait, ce qu'elle fait, elle a été très artistique. Elle a fait un master à l'Université de Toronto, où ses connaissances scientifiques lui permettent d'interagir avec des chercheurs et des scientifiques pour pouvoir faire des représentations, des diagrammes qu'on peut utiliser pour la communication avec le public, par exemple. Bon, bien sûr, il y a des gens qui vont essayer de faire des études de médecine. Il y a des étudiants qui vont travailler dans tout ce qui est plutôt environnement. Donc la génétique, moi, ce que je fais, c'est j'utilise la mouche pour essayer de comprendre des fonctionnements qui seraient conservés au niveau évolutif. Mais il y a des gens qui s'intéressent en utilisant la génétique, à l'amélioration de tout ce qui est agriculture, plantes. Donc ils vont travailler pour Agriculture Canada. Et ça, c'est absolument passionnant aussi, essayer de voir comment est-ce qu'on peut, surtout dans un contexte où il va y avoir une population qui continue à grandir, essayer de comprendre comment on peut nourrir tout le monde, limiter l'usage de pesticides en comprenant un petit peu mieux la génétique des plantes et des insectes et qui interagissent. Ça, c'est des choses qui me viennent en tête comme ça. Oui. Donc, il y a plein de possibilités de carrière dans le domaine de la génétique. Puis, je me demande aussi, quand tu as parlé si on parlait de personnalité, il doit y avoir beaucoup de liens entre ton domaine génétique et des psychologues? Oui. Oui, je lis beaucoup ce qu'ils font, ils ne lisent pas trop ce que je fais. Et ça se comprend. Moi, ce que j'essaie de savoir, c'est quand ils font des études cliniques et qu'on voit un lien entre certains comportements. Donc, certains psychologues dans le département de psychologie, ou des chercheurs en psychologie, vont avoir quelques notions, il y en a des grandes notions de génétique, et qui vont donc essayer de faire des associations entre le trait de comportement et le taux de dopamine, certains récepteurs à la dopamine, il y a des variations entre les différents individus de la quantité de dopamine, la quantité de le type de récepteur, le type d'enzyme qui va affecter les produits chimiques, donc les neurotransmetteurs. Donc oui, il y a un lien très clair pour le genre de choses que je fais, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a été trouvé et qu'est-ce qui est encore inconnu. Et essayer de voir, moi, comment je peux résoudre cette partie qui n'est pas connue encore. OK. Ben, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions à l'instant. Okay. On te remercie beaucoup pour ton temps.